Bonjour et bienvenue sur Mindfulness avec Drusilla. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui traverse toute l'humanité, la lecture. Un geste tellement simple en apparence, des yeux, des lettres, un sens. Et pourtant, derrière ce geste ordinaire se cache l'une des révolutions les plus profondes de l'histoire humaine. La lecture n'est pas seulement une activité, c'est une technologie, une pratique culturelle, une gymnastique du cerveau et même parfois une quête existentielle. Lire nous transforme, nous révèle, nous relie et nous distingue. Alors que se passe-t-il vraiment quand nous lisons? Pourquoi ce geste a-t-il autant d'impact? Et que dit-il de nous, individuellement et collectivement? L'écriture apparaît il y a environ 5500 ans en Mésopotamie, avec les tablettes d'argile sumériennes. Et pendant longtemps, lire n'était pas un geste universel. Dans l'Égypte antique, seuls les scribes maîtrisaient les hiéroglyphes. Dans la Grèce antique, la lecture était un privilège de l'élite. Au Moyen Âge, la majorité des Européens étaient analphabètes. Jusqu'au XIXe siècle, lire un livre restait un acte socialement marqué. La démocratisation de la lecture ne commence réellement qu'avec l'invention de l'imprimante par Gutenberg, vers 1450. Mais même après, il faudra encore 4 siècles pour que la lecture devienne une compétence quasi universelle. Autrement dit, nos cerveaux n'ont pas évolué pour lire, c'est nous qui avons adapté notre cerveau pour le faire. L'une des grandes découvertes des sciences cognitives, c'est que la lecture n'est pas naturelle. Quand nous lisons, des zones dédiées à la vision se transforment pour reconnaître des lettres. Le cortex occipito-temporal gauche devient une aire de la forme visuelle des mots. Les aires du langage se synchronisent pour traduire les symboles en sons et en sens. La mémoire de travail assemble les mots, les relie, les compare. La lecture est un hacking du cerveau, un recyclage neuronal extrêmement sophistiqué. Et ce hacking a des effets directs sur nous. La lecture a un impact profond et mesurable sur le cerveau. Elle active simultanément plusieurs zones cérébrales dont le cortex somatosensoriel, celle du langage, de la mémoire, de l'attention, de l'imagination et de l'empathie. En lisant, le cerveau ne se contente pas de décoder des mots. Il simule des situations, anticipe des émotions, crée des images mentales et établit des liens complexes. Cette stimulation régulière renforce la plasticité cérébrale, améliore la concentration et la capacité d'analyse, tout en développant la mémoire à long terme. La lecture approfondie entraîne le cerveau à ralentir, à penser de manière nuancée et à résister à la distraction permanente. Elle favorise également l'empathie en nous plaçant dans la perspective d'autrui, ce qui affine notre intelligence émotionnelle. La lecture régulière ralentit le déclin cognitif avec l'âge. Lire est donc une forme d'entraînement cérébral, une stimulation profonde. Donc à long terme, lire contribue à préserver les fonctions cognitives. Les études du psychologue Keith Otley ont montré que la lecture de fiction, pas n'importe quel texte, mais les romans narratifs améliorent l'empathie. Pourquoi? Parce que lire, c'est entrer dans la subjectivité d'un autre. On vit avec ses émotions, ses dilemmes, ses contradictions. On se met littéralement à la place d'un autre esprit. Dans une société où nous vivons vite, superficiellement, la lecture est l'un des rares espaces qui nous oblige à ralentir, à ressentir et à réfléchir. C'est une pratique humaniste. Lire n'est pas neutre. Ce que nous lisons dit beaucoup de nos besoins émotionnels, de nos questions profondes, de nos peurs, de notre niveau d'introspection, de notre rapport au monde. Lire par exemple des romans d'amour, un essai philosophique ou un polar ou des textes spirituels, ce sont des choix qui disent quelque chose de notre état intérieur. Au-delà du contenu, la manière dont nous lisons en dit long. Lire pour fuir, lire pour se construire, lire pour apprendre,
Lire pour se distraire, lire pour réfléchir, pour se rassurer, lire pour nourrir une identité sociale. Car oui, la lecture est aussi un marqueur social. Le psychologue Pierre Bourdieu a montré que la culture, et donc la lecture, est un espace de distinction sociale. Ce que l'on lit, comment on en parle, les livres qu'on expose, tout cela participe à fabriquer une identité sociale. Dans certains milieux, lire Proust, Nietzsche ou Virginia Woolf est un signe de capital culturel. Dans d'autres, lire des livres pratiques ou spirituels est un marqueur d'engagement. Dans d'autres encore, la lecture n'est pas un loisir, mais un outil. Lire n'est pas seulement une activité individuelle, c'est un rituel social, un espace de reconnaissance. Parce qu'un livre, c'est aussi un miroir, un espace de projection, un compagnon, une thérapie parfois, ou une manière de comprendre notre histoire. On dit souvent, par ailleurs, ce n'est pas toi qui trouves le livre, c'est le livre qui te trouve. La lecture est un formidable levier d'élévation sociale. Elle ne se contente pas d'enrichir l'esprit, elle transforme la manière dont nous nous tenons devant le monde. Lire, c'est acquérir du vocabulaire, affirmer sa pensée, structurer ses idées et donc gagner en éloquence. Or, l'éloquence est un pouvoir, celui de se faire entendre, de défendre ses idées, de convaincre, d'oser prendre sa place. Socialement, la lecture ouvre des portes invisibles. Elle permet d'accéder à des références culturelles communes, de comprendre les codes, d'élargir son réseau, d'oser franchir des seuils que l'on pensait réservés aux autres. Elle nourrit la confiance en soi car mieux on comprend le monde, moins on en a peur. À travers les livres, nous rencontrons des destins, des pensées, des trajectoires qui élargissent le champ des possibles. La lecture devient alors un outil d'ascension, non seulement professionnelle, mais aussi intérieure, en donnant à chacun la capacité de s'exprimer avec clarté, de penser avec profondeur et d'agir avec conscience. Pour Montaigne, lire, c'était faire son miel, butiner, prendre ce qui nous nourrit. Pour Nietzsche, lire exige un rapport actif. Un texte doit provoquer, pas seulement informer. Pour les philosophes de l'existence, lire est une rencontre avec soi, avec l'autre, avec le monde. Lire nous révèle parce que nous sélectionnons inconsciemment des textes qui répondent à des questions que nous n'avons pas encore formulées. Car toute lecture pose 3 questions. Qu'est-ce que je recherche en lisant? Qu'est-ce que ce texte fait à mon esprit? Et qu'est-ce que j'en fais ensuite? Parlons de la lecture en France et dans le monde. Des chiffres, des réalités et des auteurs. La lecture reste un pilier culturel en France, mais ses pratiques évoluent. Les dernières données montrent que 56% des Français se déclarent lecteurs réguliers, c'est-à-dire qu'ils lisent moyennement ou beaucoup. Même si ce taux est en baisse par rapport à l'an passé et que le nombre moyen de livres lus par an diminue, environ 18 livres en 2025 pour 22 livres auparavant, un signe que la lecture de loisirs souffre de la concurrence des écrans et des rythmes de la vie moderne. Sur le plan mondial, la France se place parmi les pays à fort taux de lecture, avec près de 80% d'adultes qui lisent au moins un livre par an. Mais lire ne signifie pas lire le même nombre d'heures partout. Des pays comme l'Inde ou la Thaïlande se distinguent par un temps de lecture hebdomadaire particulièrement élevé, reflétant des habitudes culturelles très ancrées. En France, les genres littéraires les plus populaires sont les romans, en particulier les romans policiers et les romans sentimentaux. Les livres pratiques, les ouvrages d'histoire et les bandes dessinées, chacun trouvant une place différente selon les générations et les goûts des lecteurs. Mais derrière ces chiffres de lectorat se cache une réalité parfois moins connue, celle des auteurs eux-mêmes. On recense environ 100 000 auteurs de livres en France, toutes disciplines confondues. Mais moins de 2000 vivent exclusivement de leur écrit, soit moins de 2% de la population d'auteurs. Cela signifie que pour une large majorité, écrire n'est pas un métier qui permet de vivre sans exercer une autre activité. Une réalité souvent invisible du grand public.
mais bien réel dans les coulisses de la création littéraire. Avant de se quitter, j'aimerais vous laisser avec une pensée simple. Dans un monde qui va vite, où tout s'accélère, où nos attentions sont sollicitées en permanence, la lecture est un espace rare, précieux, presque sacré. Un endroit où l'on peut enfin respirer, réfléchir, imaginer sans bruit, sans pression, sans jugement. Lire n'est pas seulement apprendre, c'est s'accueillir, se rencontrer, comprendre un peu plus. Il n'y a pas de bons livres, il n'y a pas de mauvais livres. Il n'y a que des livres qui nous font du bien, qui vous accompagnent au bon moment, qui vous offrent ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Prenez soin de votre esprit, de votre curiosité, de votre sensibilité et ne laissez jamais personne vous dire comment, quoi ou combien vous devriez lire. Car la lecture est un chemin intime, un espace de liberté. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'aimerais que vous me disiez en commentaire quel livre vous lisez en ce moment et quel livre vous a réellement marqué. Pour ma part, je vais vous parler de 3 livres qui m'ont bouleversée. Je dirais même que j'ai adoré. On va commencer par Sous le soleil de Spartacus de Jean-Claude Delgenne. C'est un livre qui parle de l'insurrection à Madagascar qui s'est passée en 1947. Je vous le recommande, un chef-d'œuvre. Ensuite, nous avons le livre de Jean-Paul Enthoven, Je me retournerai souvent. C'est un livre qui nous invite dans son intimité la plus profonde. Et je pense que c'est le livre qui le révèle vraiment. Et nous terminons par Abraham Hannibal, l'aïeul noir de Pouchkine, de Dieudonné Niamankou. C'est un livre qui parle de cet aïeul, ce fameux aïeul de Pouchkine qui avait été élevé par Pierre Ier de Russie. En attendant vos réponses, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.